Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Avant tout, je tenais à m'excuser d'avance pour la qualité du son car nous avons eu quelques soucis techniques lors de l'enregistrement et nous avons donc dû faire avec les moyens du bord, mais j'espère dans tous les cas que l'écoute vous sera agréable. Sinon, dans cet épisode, je vous invite à rencontrer la belle Rameliarson Vunarmanan Avchnina Stani ou seulement Stani Rameliarson. Car à seulement 26 ans, Stani est à la tête de 2 entreprises. Suite à notre échange, je la définirai comme étant un petit génie au grand cœur. Alors, petit génie, je ne vais pas vous spoiler pourquoi, vous le découvrirez assez vite lorsque vous l'écouterez se présenter. Et pour le côté grand cœur et la générosité, vous le constaterez également au fur et à mesure de l'épisode. Je vous dirai juste une seule phrase, plus on partage, plus on reçoit. C'est la phrase qui est revenue plusieurs fois tout au long de cet épisode. Enfin, nous abordons également la notion de l'ikigai, une notion ou un outil japonais qui consiste à nous aider à trouver notre voie. Je ne vous en dis pas plus et laisse place tout de suite à notre échange avec Stani. Bonjour Stani. Bonjour. Comment tu vas? Aujourd'hui, je vais super bien. Alors, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui écoutent cet épisode et qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Je m'appelle Stani Rameliarson. J'ai 26 ans. Je suis entrepreneur. J'ai 2 entreprises. L'une dans laquelle je suis associée qui s'appelle Nimanzar et qui est dans la production de fruits et légumes séchés ainsi que de compléments alimentaires à base de miel. Et la seconde, mon entreprise qui s'appelle Maatsar, qui est lui aussi dans le domaine des fruits séchés et de la promotion générale des produits malgaches. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et de comment tu as fait pour en arriver là où tu en es, à la tête de 2 entreprises? Alors, au tout début, j'avais pas du tout pensé à l'entrepreneuriat. En fait, quand j'étais au primaire, ce que je voulais faire, c'était styliste modéliste. Mais ma mère m'a convaincue qu'il n'y avait vraiment pas d'école pour le stylisme et modélisme à Madagascar et qu'il fallait que je pense à autre chose. Donc, j'ai choisi l'agronomie. J'ai fait 3 ans d'agronomie après mon bac. Le bac, c'est vrai que je l'avais eu assez tôt, le premier à 13 ans, le second à 14. Mais c'était surtout parce que j'ai sauté en moyenne 3 classes, donc. Et ça m'a beaucoup forgé en termes de caractère et de toujours vouloir se dépasser soi-même. Après le bac et la licence, j'ai cherché du boulot, j'en avais pas trouvé. Du coup, j'ai continué 2 années d'études en industrie agroalimentaire. Et en même temps, en 2013, je pense, j'ai assisté à une conférence sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, il y avait 3 femmes, Keta Kanjina Rafik Toussou, Sylvia Pages et Carole Rakutunjembe. Elles étaient chacune dans 3 domaines vraiment distincts, mais qui faisaient avancer les choses, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient dans comment faire développer la communauté. Et c'est grâce à ça que je me suis plus focalisée sur l'entrepreneuriat en général. Après ça, lorsque j'étais en train de terminer mon master 2, j'avais vécu ce qu'on appelle en général une avitaminose. Et c'est de là qu'est partie l'idée de sécher des fruits d'abord. J'avais besoin de manger 5 fruits et légumes 5 fruits et légumes tous les jours. Du coup, mon préféré, c'était le litchi. On avait qu'en décembre et donc j'ai dû le sécher.
Et j'ai commencé à en donner à mes proches, puis c'est devenu une entreprise. Après, vu que dans une entreprise, on n'a pas toujours les mêmes objectifs ni les mêmes valeurs, j'ai décidé de céder la gérance de la première entreprise à mon associé et puis d'en créer une nouvelle. Et voilà comment est née Maatar, l'entreprise que je gère aujourd'hui. Voilà. D'accord, ouais, c'est un parcours très riche là. Ok, alors déjà, on va commencer par le tout début. Tu me dis que tu as eu, alors tu as deux bacs, hein, de ce que j'ai compris, donc tu as eu un premier bac à 13 Oui. ans et un deuxième bac à 14 ans. Alors déjà, c'était quoi, enfin les deux bacs, c'était quel bac? Et ensuite, comment tu as vécu le fait déjà de, enfin j'imagine quoi, enfin toi tu as 13 14 ans et tu as, enfin t'es avec des gens de 18 19 ans quoi, du coup, comment tu as vécu toi ce fait de, voilà, d'être une prématurée un peu du bac, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Comment tu as vécu ça? Alors, les deux bacs, c'était un A2 et un D. En fait, à l'époque, pourquoi j'en ai fait deux et pas qu'un seul? Au tout début, c'était juste que je voulais faire un défi contre moi-même, que je pouvais avoir le bac en classe de première. Et Mhm. ma mère m'avait fait promettre que même si j'avais le bac A2, je devais quand même faire le D. Et au moment de faire, quand j'ai eu la 2 en mention assez bien, j'ai voulu ne faire le bac D, mais bon, j'avais promis à ma mère, donc du coup, j'ai quand même fait le bac D. Mhm. Je me souviens, ce qui m'avait le plus marqué, c'était que un beau matin, je rentrais au lycée Rabé-Ardé, parce Mhm. que je viens du lycée Rabé-Ardé. Mhm. Le proviseur m'attendait au portail avec dans sa main un journal où il y avait ma tête en première page. Et vu que je portais deux couettes bien distinctes et qu'il n'y avait que moi qui avait deux couettes dans tout le lycée, je savais tout de suite que c'était moi, quoi. Donc il m'attendait, il demandait des explications. Parce que normalement, quand tu es dans un lycée public, tu n'as pas le droit de passer le bac en première, faut que tu attendes la terminale. Ah, parce que tu l'as fait en Et candidat moi, libre, du coup, c'est ça? oui, oui, j'étais un candidat libre. Et Ah. du coup, moi, j'avais tellement peur du proviseur parce que c'est le proviseur, quoi. J'ai cru que j'allais être envoyée. Il m'attendait au portail et il m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Et j'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai fait mon bac, mais je suis quand même revenue, je vais être en terminale D, je suis en terminale D. Et là, il m'a dit, ah, mais c'est très bien que tu aies parlé de notre lycée dans le journal. Et là, j'ai pas été renvoyée, j'ai juste eu un voilà, félicitations, tu as eu ton bac, merci d'avoir parlé de notre lycée. Ça, c'était ce qui m'a le plus marqué. Mais Mhm. en fait, le fait d'avoir un âge moins élevé que les autres dans une classe ne m'a pas trop marqué parce qu'en fait, côté âge psychologique, on n'était pas très différents. Mhm. N'avais pas vraiment senti au niveau du lycée. C'est quand j'étais au niveau de l'université que j'avais un peu de mal à m'adapter, surtout côté humour et tout ça, parce que moi, j'étais encore dans ce qui était jeux d'enfants en plus, Ouais, bah hein, oui. pas des jeux d'adolescents. Du coup, c'était là où j'étais un peu perdue. Par Mhm. contre, le lycée, ça va, ça s'est bien passé. Et, euh, et sinon, tu me disais aussi quand tu racontais ton parcours que tu voulais d'abord t'orienter vers du stylisme et que donc en fait c'est ta mère qui t'en a un petit peu dissuadé. Comment tu l'as vécu ça au début? Alors, j'étais orientée stylisme, je faisais plein de dessins en classe de CM1 Mhm. et même un petit peu en classe de sixième. Mais quand elle m'a dit que voilà, maman n'a pas les moyens de t'envoyer à l'étranger, faut que tu penses à une autre filière qui existe ici, je l'ai plutôt bien pris parce qu'elle avait déjà songé à l'avance de ce que je ferais quand je serai plus grande. Et ça, c'est pas tous les parents qui le font. Et du coup, je l'ai plutôt bien pris d'ailleurs, justement, les vacances précédentes cette annonce, pardon, les vacances suivant cette annonce-là, j'étais en vacances chez mes grands-parents. Du coup, je les aidais dans les tâches dans les champs. Et puis Mhm. c'est là que je me suis dit, ah, vu que l'agriculture existe à Madagascar, ça veut Mhm. dire qu'il y a cette filière ici, ça veut Mhm. dire que je peux le faire. J'aurais pas besoin d'aller à l'étranger pour ça. Mhm. Et donc là, tu fais tes études en agronomie, donc c'est ce que tu me disais. Comment ça se passe hein, Oui. pendant tes études? La première année, tout s'était super bien passé, c'est-à-dire que on faisait
de ce qu'on avait appris en terminale D. On avait encore de la chimie, on avait de nouvelles matières, mais c'était pas si difficile que ça. C'est au moment de faire les travaux pratiques que j'ai commencé à avoir des difficultés. Parce qu'en fait, moi, au lycée, j'étais ce qu'on appelait inapte au sport. Ce qu'on appelle une hernie inguinale. Du coup, je ne pouvais pas faire de sport du tout. Et arrivé à l'université, c'était impossible de ne pas faire de la pratique en agronomie. Du coup, c'était un peu handicapant. Mais au fur et à mesure, je me suis adaptée aux travaux physiques qu'il fallait faire. Et j'ai fini quand même par arriver jusqu'à la licence. Là, par contre, je me suis dit, si je continue les 2 prochaines années en agriculture ou en élevage, ma santé ne pourra pas être la même, quoi. Du coup, c'est pour ça aussi, en partie, que j'avais choisi industrie agroalimentaire. D'accord. Et et à ce moment-là, on a déjà découvert la vitaminose dont tu parles ou c'était après ça? Non, c'était après. D'accord. Ok. Et donc, du coup, une fois tes études terminées, tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, il n'y a pas de transition. En fait, tu fais directement études et entrepreneuriat, hein, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et Donc, en même temps, nous avions des cours de séchage à l'université. Puis après, on a fini les cours à l'université. J'ai directement pratiqué le sage pour en faire mon travail de tous les jours. Et comment tu fais pour passer directement, enfin sans transition en fait, d'une vie d'étudiante à entrepreneur? Alors, une petite remarque, c'est vrai que je dis que j'ai arrêté les études, puis j'ai directement fait de l'entrepreneuriat. Mais entre les deux, il y avait des petites formations que j'ai pu suivre. D'ailleurs, je pourrais en citer 2. Le premier était avec le ministère de la Jeunesse à l'American Center. Le deuxième était avec la FIFAMA, Groupement des entrepreneurs de Madagascar. Alors, j'ai eu une petite base pratique. Du coup, une petite base théorique. Du coup, la pratique, ce n'était juste qu'un petit pas au-delà de ça. Le fait de passer d'étudiant à entrepreneur n'était pas difficile du moment où, avant, j'ai déjà travaillé. Ça, c'était une autre partie de ma vie. Depuis l'âge de 15 ans, j'étais répétitrice, c'est-à-dire que je donnais des cours à la maison. Donc, j'étais déjà dans le monde du travail, c'était juste, je switchais juste dans un autre domaine, c'est-à-dire au lieu d'être dans l'enseignement, j'étais dans l'agroalimentaire. Donc, je l'ai plutôt bien vécu en général. C'était par contre au niveau de la concurrence dans le secteur entrepreneuriat en lui-même et des fruits en particulier qui était un peu hard, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je ne me rends pas compte du tout, il y a beaucoup de concurrence? Oui, il y a beaucoup de concurrence. Si l'on ne parle par exemple que de fruits séchés, il y a par exemple l'association qui était là depuis des années, une dizaine et plus. Mais c'est que les fruits séchés, les gens ne les connaissent pas du tout. Car ils vont te dire finta ou la banane séchée à l'air libre, au pire pomme ou mangue, mais ils ne vont pas connaître les autres types de fruits séchés. Du coup, tes concurrents, ce seront plutôt les jus de fruits, et ça, il y en a des tonnes, les pâtes de fruits, et ça, il y en a des tonnes, ou les autres produits à base de fruits. Et ça, faire entrer dans la tête des gens que tu peux avoir des fruits séchés à la place de ces autres produits-là, ça a été un peu difficile. Ok. Et là, j'ai vu qu'en 2019, tu avais reçu un prix Startup de l'année, je crois, en 2019. C'était dans le cadre d'une compétition que tu as eu le prix, hein, il me semble. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui fait que c'est ton entreprise à toi qui a eu le prix? Alors, je dirais que c'est premièrement parce a été innovante dans la manière de montrer, c'est-à-dire de présenter les fruits séchés au public. C'est-à-dire que là, on se basait surtout sur les nutriments. Dire que voilà, vous avez des vitamines et des minéraux disponibles toute l'année. Ça, c'est de 1. De 2, avec mon équipe, on a proposé la meilleure qualité qui soit d'après notre expérience en termes de fruits et légumes séchés. Et ensuite, troisièmement, on a essayé de faire un très large gamme de produits. Et d'ailleurs, je suis vraiment reconnaissante envers toute mon équipe de l'époque qui a vraiment fait des efforts pour avoir ces résultats-là. La qualité des produits, la large gamme,
et surtout l'esprit de toujours rester dans la santé et le bien-être. Mhm. Et là, en fait, j'entends que... parce que là, en fait, tu vois, de ce que j'entends, de tout ton parcours, parce que tu as quand même commencé super tôt déjà, avoir un bac à 14 ans, et ensuite directement, voilà, entrer dans le monde du travail assez tôt. Quelles sont les personnes qui t'ont accompagné ou qui t'ont inspiré et qui t'ont donné cette force de caractère-là? Je dirais pas rebelle, mais un peu... voilà quoi, voilà, je sais pas comment on dit ça. Un peu en mode... ouais, enfin, j'y vais, je fonce quoi. Alors, le caractère j'y vais, j'y fonce, je suis sûre à 3000% que je le tiens de ma mère. Parce que, en fait, ma mère nous a élevés pratiquement toute seule. Mhm. Et du coup, je voyais déjà tous ces défis du quotidien et tout ça. Et moi aussi, je voulais avoir mes propres défis à moi. Mhm. Dans la plupart de mes aventures, ma mère était et elle est, et je pense qu'elle sera toujours là pour m'appuyer. Mhm. C'est ma plus grande figure, quoi. Mhm. Et à part ma mère, il y avait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 femmes que j'ai citées et qui m'ont vraiment inspirée à devenir entrepreneur. Il y avait à côté aussi mon mentor que je ne mentionne pas assez souvent, mais qui, je l'avoue, a été précurseur de beaucoup de grands changements dans ma vie, tant dans Mhm. le domaine professionnel que dans le domaine du développement personnel. Mhm. Euh, et aussi, je pense que tous mes profs là, depuis, je pense, du préscolaire jusqu'à l'université, c'est vraiment grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui, parce que ils ont forgé mon caractère, mes compétences, mes connaissances, et surtout la volonté au-delà de tout ce qui est éducation. Mhm. Je pense que c'est grâce à eux vraiment que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Après, il y a aussi les grandes personnalités malgaches qui sont à plein de difficultés, à plein de gens qui les poursuivent et qui leur en veulent à fond, mais qui, voilà, quand même, ils avancent. Mhm. Et c'est ce système-là, même ceux qui étaient avant nous, les aînés, ou bien ceux qui sont de la même génération que nous, ou même ceux qui sont venus après nous, on a vraiment un écosystème qui s'entraide et qui, ça se sent, se serre les coudes, quoi. Mhm. Et là, actuellement, bon là, tu me dis que tu as 26 ans. Comment tu fais pour... Parce que moi, tu vois, je suis allée sur ton compte LinkedIn et je crois que j'ai lu à un moment donné, tu disais que tu étais à la tête d'une équipe de 40 personnes. C'est toujours le cas, hein, actuellement, du coup. Non, c'était mon emploi d'avant, mais effectivement, oui, j'étais à la tête d'une équipe de 40 personnes. Comment tu as fait, toi, du coup, du haut de ton petit âge pour voilà, gérer ces personnes-là? 40 personnes, c'est énorme, hein. Moi, je sais que j'aurais été intimidée de fou. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé diriger des équipes. Ok. Depuis, je pense, les classes primaires. Et j'ai aussi été beaucoup comment dire, dans le travail d'équipe à la Jeune Chambre internationale Antananarive. C'est Mhm. une association en fait qui regroupe des jeunes afin de leur donner la capacité de créer des changements positifs. Donc nous avons des projets d'engagement dans le développement durable. Et là, j'ai appris à diriger des équipes. On a commencé par exemple par des équipes de 5. En plus, on était dans des horizons vraiment Mhm. différentes. Mhm. Du coup, là, quand je suis arrivée en tant que responsable production et qualité dans l'entreprise agroalimentaire, avec 40 personnes, j'ai juste dû adapter mon style de management à la JCI dans l'entreprise. Donc, au lieu d'avoir 40 personnes à qui donner des ordres, on a établi, enfin, il y avait déjà des chefs d'équipe par section. Il y en avait 5. Il y avait aussi des seconds. Du coup, quand les chefs n'étaient pas là, je discutais avec les seconds. Et il y avait l'équipe qualité et l'équipe nettoyage. Mhm. Donc, en général, je m'adressais à ce petit monde-là tous les débuts de semaine pour expliquer ce qu'on allait faire durant la semaine qui va passer. Et je demandais des rapports sur ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Mais si jamais dans la semaine, il y a des réunions urgentes, je convoque tout le monde et on décide ensemble de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire.
voilà, en général, comment je dirige mes équipes. C'est un peu participatif, mais voilà, la personne humaine est la plus précieuse des richesses et chaque personne a son rôle dans notre équipe. Voilà. Et donc, comment tu te qualifierais en tant que manager? Je dirais que j'ai un style de management très participatif, c'est-à-dire que je ne vais pas dicter un ordre pour que l'ordre soit exécuté par tout le monde. Je présente le cas, je présente la solution que je préconise, je recueille l'avis de tout le monde et après, on décide ensemble de ce qui doit être fait. Parce qu'en fait, lorsqu'on dirige l'équipe, on ne voit pas forcément ce qui se passe au ras du sol, quoi. C'est-à-dire en amont. Et c'est vraiment important qu'on arrive à discuter avec l'équipe pour qu'en fait, ils ressortent leur propre perception et qu'on arrive à trouver un consensus. Et comment justement tu fais, toi, pour faire ressortir ce côté, enfin, c'est les talents de chaque personne de ton équipe? Alors, le fait de les connaître personnellement, en fait, parce que quand j'étais dans l'entreprise, non seulement on discutait boulot, mais il nous arrivait, par exemple, de discuter pendant les heures de déjeuner, et surtout, je leur faisais des cours d'alphabétisation, des choses comme ça. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas au boulot, on en discute. Je ne vais pas aller reprimander quelqu'un juste parce qu'il a fait une faute, mais je demande un pourquoi. Du coup, ça me laisse l'occasion de connaître plus la personne et surtout leur point de vue, leur talent, être tout le temps avec eux tous les jours. Ça aussi, c'était ce que je faisais. Donc, c'est vrai qu'il y avait des équipes, il y avait l'atelier bois, l'atelier savant, le séchage, le triage, mais l'essentiel c'était de voir comment est-ce qu'ils travaillaient au quotidien, pas de rester là 8 heures sur 8, mais au moins de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux et surtout qui est en clan contre qui, parce que ça aussi il y a toujours dans les lieux de travail. Et puis après quand tu les côtoies au quotidien, tu arrives à faire ressortir leurs talents. Et autre chose aussi, je laissais mon bureau ouvert à tout le monde. Donc, je ne disais jamais, telle personne ne peut pas venir me voir parce qu'il doit d'abord aller voir son chef d'équipe. Je sais que c'est la hiérarchie, mais dans le pire des cas, s'il n'arrive pas à discuter avec son chef d'équipe, il peut toujours venir me voir et m'en parler et on trouvera toujours un consensus après. Ok, et comment ça a été perçu ça par les personnes que tu manageais, le fait que tu sois une jeune personne déjà, et ensuite une jeune femme qui les manage. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières par rapport à ça ou pas du tout? Alors, le fait d'être jeune, c'est vrai que ça les a vraiment choqués parce que je suis la plus jeune de toute la boîte. Et il y avait même qui était, je dirais, 55-56 ans, qui avait 55-56 ans. Du coup, ça a été d'abord un choc au début. Mais quand on discutait, quand on voyait comment est-ce qu'on travaillait ensemble, c'est passé comme... C'était vraiment facile, quoi. Ouais. Oui, il y avait pas de difficulté. Par contre, ce qui m'a été reproché par mes supérieurs, c'était d'avoir été trop proche de ces employés-là. Et par contre, je répète encore, au risque de le répéter peut-être beaucoup trop de fois, c'est que pour moi, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Donc, il fallait profiter de toutes ces richesses-là. En tant que jeune, donc, je n'ai pas eu de difficulté. En tant que femme, vu que sur ces 40 personnes, il n'y avait que 6 hommes. Donc, et eux, ils avaient leur propre chef d'équipe sous ma responsabilité. Donc là, il n'y avait pas trop de difficultés non plus. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu disais du coup que tu étais à la tête, ou en tout cas que tu avais 2 entreprises actuellement du coup dans le séchage des fruits. Est-ce que tu peux m'expliquer, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui que tu en es 2? Tu es à la tête de 2 entreprises, donc Manzar et Matzar. Alors, Nimanzar, au début, j'étais d'abord associée unique. C'était une SARLU. Après, j'avais une nouvelle associée qui m'a aidée dans la croissance de l'entreprise en général. Et vu qu'on avait certaines divergences du point de vue gestion, du point de vue financier, du point de vue technique, j'ai dû céder la gérance. Donc, la leçon que j'ai tirée de
de cette expérience-là, c'est que, voilà, il peut y avoir des divergences de points de vue dans une entreprise ou dans toute autre entité ou organisation. Il faut toujours rester objectif dans toutes les décisions qu'on prend. Voilà. Et donc actuellement, donc tu as l'autre entreprise, donc Mahatsara, comment ça se passe du coup? Alors, avec Mahatsara, c'est vrai qu'on n'arrive pas encore au niveau de Manzari actuellement, mais on commence à nous développer petit à petit. Je dis vraiment petit à petit parce que nous avons un point de vente à nous-mêmes, nous avons 2 revendeurs en centre-ville et nous arrivons à nous faire connaître sur les réseaux sociaux petit à petit. Donc, c'est comme si j'avais redémarré un autre bébé, quoi. Et c'est pas trop frustrant, d'ailleurs, du coup, de se dire que en fait, c'est comme si, comme tu dis, hein, tu redémarres... C'est comme si tu réaccouchais d'un nouveau bébé, un deuxième enfant, en fait. Alors, je ne dirais pas frustrant du tout parce que, en fait, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons qu'aujourd'hui, j'ai mon premier enfant. Le premier enfant, je l'appelle Limanzar. Après, vu que j'ai des discordes avec son papa, je vais le laisser avec son papa et avec une nouvelle maman entre de bonnes mains. Après, j'ai mon nouveau bébé qui s'appelle Mahatsar et il va grandir petit à petit. Du coup, l'étape de la frustration est déjà passée, je dirais. Pas que c'est pas frustrant, mais là, actuellement, l'étape de la frustration est déjà passée. J'ai mon premier bébé, là, je m'occupe du second. Et est-ce que tu penses que est-ce que c'est plus facile de monter une deuxième boîte après avoir monté une première boîte, ou alors c'est complètement différent selon toi, hein? Alors, selon moi, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais il y a déjà le bagage que tu as eu en créant la première entreprise. Du coup, il y a des erreurs que tu ne referais plus. Donc, c'est plutôt dans... C'est pas une facilité, c'est plutôt que tu as plus d'atouts qu'avant. Voilà. Du coup, là, vu tout ton parcours qui est quand même assez riche, hein, et voilà, beaucoup d'expérience, surtout aussi jeune. Moi, je suis très impressionnée en tout cas. Si tu devais retenir pour toi on va dire des leçons, en tout cas, quelles sont les leçons principales que tu devrais retenir de tout ton parcours? Alors, la première leçon que je dirais, c'était que chaque personne a sa propre voie. Il y a certaines personnes qui sont faites pour être salariées et ils le vivent bien et ils sont dans le meilleur d'eux-mêmes. Il y a certaines personnes qui sont nées pour être entrepreneurs et ils le vivent bien et ils peuvent même avoir 2, 3, 10 entreprises, que dis-je. Mais il faut juste savoir ce qui nous convient à nous-mêmes et poursuivre nos propres rêves. Peu importe ce que les gens vous disent ou ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Donc, c'est ça la principale leçon que je dirais avoir vécu durant toutes ces années-là. Voilà. Et juste, je te coupe du coup sur la première leçon et après tu pourras parler des autres leçons. Tu dis chacun a sa propre voie. Comment on fait pour trouver sa voie? Alors, pour trouver sa voie, il y a juste 4 questions à se poser. La première question, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Donc, là, si vous n'avez pas encore de réponse, va falloir trouver. Va falloir tout essayer jusqu'à ce que vous trouvez qu'est-ce que vous aimez. Quand vous trouvez ce que vous aimez, il faut se demander en quoi ce que vous aimez pourrait être utile pour la société ou pour votre communauté en général. Et à ce moment-là, vous allez aussi voir qu'il y a des points communs entre ce que vous aimez et ce qui sera utile pour la société. Ensuite, comment est-ce que vous pourriez vivre, c'est-à-dire avoir de l'argent et ne pas galérer, entre guillemets, sur cette passion-là. Et la 4e question, c'est est-ce que vous maîtrisez cette chose-là? Donc, je vais donner un exemple un peu plus précis pour éclaircir mes dires. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime chanter. Voilà. Donc,
La deuxième question, c'est en quoi chanter peut-il être utile pour la société ou pour la communauté en général? Chanter peut être utile pour divertir, par exemple, ou pour faire entendre les causes qui vous sont importantes. Voilà déjà deux choses qui sont utiles pour la société. Ensuite, est-ce que je peux vivre de cette passion-là? Est-ce que je peux me faire payer en chantant de ces deux manières? Si la réponse est oui, je vais faire en sorte de maîtriser ce thème-là, c'est-à-dire le chant en général. Comme ça, je pourrais vivre de ma propre passion. Et voilà, quoi. C'est assez simple. C'est ce qu'on appelle en général l'ikigai, mais il y aura plein d'autres explications qui vont le développer. Mais en bref, après ces 4 questions-là, on va trouver notre propre voie. Génial, merci beaucoup pour ces petites astuces et je mettrai les notes, toutes les infos concernant l'ikigai dans les notes du podcast. Merci. Je te laisse continuer sur les leçons du coup que tu as apprises. Alors la deuxième leçon, c'est de toujours tout consigner à l'écrit. C'est-à-dire, si vous avez une idée en tête, par exemple, moi je veux faire des punching pillows, ça veut dire que quand les gens s'énervent, ils prennent juste un coussin et ils donnent des coups dessus, pas besoin d'un sac de sable. Si vous avez cette idée-là, vous le consignez tout de suite à l'écrit. Si vous avez un nouveau partenaire et qui vous promet un contrat, je sais pas, sur 3 ans, mais qui le dit juste comme ça, il faut le consigner à l'écrit. Donc ça, c'est une expérience que j'ai pris à mes propres dépens. Mais voilà, c'est la deuxième expérience que j'ai appris. La troisième et dernière, qui est très importante et non des moindres, c'est que plus on partage, plus on reçoit. Je connais plein de gens, des entrepreneurs qui sont de notre génération et qui sont réticents quant au partage des compétences, des connaissances pour les générations futures. Par contre, il faut savoir que l'écosystème en général ne va évoluer que quand tout le monde aura évolué. Donc, cet esprit de partage-là, il faut tout le temps la garder, tout le temps la montrer et ne rien retenir pour soi pour en fait permettre à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et d'avancer ensemble. Voilà. Trop bien, j'adore. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir des leçons comme ça, mais c'est trop bien. J'adore. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, là, tu as donné un petit peu les leçons que tu as appris. Bon, ça va rejoindre un petit peu, du coup, ma dernière question. Enfin, ma dernière question, c'est pas une dernière question, mais si tu avais un message à donner aux personnes, justement, qui, actuellement, tu vois, des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur voie ou voilà, qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas et qui souhaiteraient se lancer, qui souhaiteraient mais qui n'osent pas encore se lancer dans quelque chose qui les passionne, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, premièrement, je leur dirais qu'il faut d'abord chercher votre voie, chercher votre passion, répondre aux 4 questions de tout à l'heure. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. C'est possible de se faire aider dans ce sens-là. Ensuite, à tous les jeunes et les moins jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, Madagascar a vraiment besoin de création d'emplois. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes dans l'agriculture, dans la couture, dans les champs, peu importe, il faut voir ce point de vue-là, que l'on peut créer des emplois à notre propre niveau, même si ce n'est que le vôtre. Un emploi pour vous, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Entreprendre dans la mesure du possible, mais aussi lorsque l'on entreprend, je conseillerais à tout le monde d'avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va te suivre, qui va te conseiller, qui va être là pour toi et pour éviter que tu te casses la gueule comme lui dans tes premiers pas. C'est ce que je conseille en tout cas. Et ensuite, de prendre toutes les opportunités possibles. Parce que si vous prenez un universitaire, vraiment désolé pour les universitaires, et que vous lui dites « Qu'est-ce que vous voulez faire demain ?» et qu'il répond « Je ne sais pas », c'est vraiment très grave. Même les bacheliers, vous pouvez leur demander « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Ils vont dire « Ah, je veux faire gestion ». Mais après la gestion, tu veux faire quoi? Ils ne savent pas encore. Donc là, c'est très difficile.
Du coup, à chacun aussi, nous, on peut orienter ces jeunes-là et leur offrir les opportunités et saisir chaque opportunité qui se présente. Je vais donner un exemple. En 2019, j'ai pu faire partie des bénéficiaires de la Tony Elumelu Foundation. Ça, c'est une opportunité qui est donnée à tous les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs, les porteurs de projets africains. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils te forment pendant 12 semaines sur l'entrepreneuriat et si tu es éligible, ils te donnent un fonds de démarrage de $5,000 non remboursable. Du coup, ce genre d'opportunité-là, quand tu l'entends, bah, tu sautes dessus. Tu n'attends pas l'année prochaine, tu n'attends pas le mois prochain. Donc, à chaque fois qu'il y a une opportunité, il faut tout le temps sauter dessus, même si tu ne sais pas où est-ce que ça va atterrir. Voilà. Et après, dernier point, pour toute autre information ou question ou remarque, ben, je suis sur les réseaux sociaux. Je peux répondre à tout le monde. Voilà. Ne vous réfrénez surtout pas parce que si ça peut vous aider, les questions même aussi bêtes que vous croyez que ça soit, posez-les quand même si ça peut vous éclaircir et vous orienter dans ce que vous allez faire. Voilà. Ah, c'est génial, quelle générosité et merci. Je te remercie au nom des personnes qui vont te contacter. Je t'en prie. Non, c'est génial parce que, enfin moi je suis beaucoup dans ce cas, c'est tu sais justement de se dire parfois quand tu as peur parfois quand les personnes sont un peu importantes ou en tout cas voilà qui mènent plusieurs activités comme toi, il y a des personnes qui peuvent se dire mais je suis qui moi pour aller lui poser des questions ou juste aller lui parler et je trouve que c'est super important de dire en fait que et surtout de prendre de dire déjà que voilà si vous posez des questions ou si vous voilà si vous voulez me contacter allez enfin venez c'est voilà c'est pas il y a pas mort d'homme quoi et surtout d'être aussi accessible enfin c'est génial c'est tout à ton honneur en tout cas merci. Oui, alors une petite remarque aussi. Je suis comme ça parce que j'ai eu des gens qui ont fait comme ça avec moi. Du coup, j'avais 4 même mentors, entrepreneurs, mais le principal, c'est celui que je voulais remercier tout à l'heure, c'est l'Inde. Mais les autres, j'avais tout le temps des aînés qui, si j'avais des questions, je pouvais leur poser à tout moment sans qu'ils s'offusquent. Du coup, moi, je me suis dit, ah, mais ils sont super, ces gars-là. Du coup, moi, quand je vais être plus expérimentée, je ferai la même chose parce que j'ai aussi la même chose. Voilà, juste une petite remarque. Non, mais c'est trop bien et ça rejoint ce que tu disais, en fait, c'est et ne pas hésiter à partager parce que qu'est-ce que tu disais, c'est quand on donne, on reçoit, enfin, tu disais quelque chose comme ça tout à l'heure. Oui, voilà, plus tu donnes, plus tu recevras. Ok, bah écoute, c'est génial, merci pour tous tes mots là, c'était magnifique. Et du coup, pour conclure l'épisode, est-ce que récemment tu as fait une découverte qui t'a marqué, quelque chose qui t'a fait rire ou qui t'a fait pleurer ou peu importe, qui t'a énervé? Bon, peut-être pas qui t'a énervé, mais en tout cas quelque chose qui t'a marqué que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent. Alors, j'ai été récemment très touchée par le partage des Jean Prosper, alias Shine, lorsqu'il était au jeudi de l'entrepreneuriat. En fait, quand on regarde des stars de la musique comme ça, on se dit que c'est des personnes intouchables, c'est des personnes qui sont super loin de la population normale, quoi. Mais en fait, lorsqu'il a fait son partage, il a fait une preuve d'humilité, mais tellement, tellement énorme que j'étais estomaquée sur le coup. Ça, c'était de 1. De 2, en fait, je me suis rendu compte que Madagascar n'est pas un cas perdu. C'est pas que nous n'allons plus nous développer du tout. C'est qu'il y a des personnes comme Shine qui œuvrent à leur propre niveau. Il vient de sortir une chanson qui parle d'entrepreneuriat et de soutien à l'entrepreneuriat à Madagascar. C'est vrai? Et là, quoi? Oui! Je connais Madagascar. C'est pas encore sorti, mais il l'a fait 2 fois en live. D'accord. Et ça m'a vraiment touchée au fond de mon âme. Du coup, moi, je me dis que si toutes les personnes qui
qui ont cette vision-là se donnent tous la main, on va pouvoir faire de Madagascar un pays développé. Mais disons tous bon. Voilà. Il faut qu'on tienne juste bon, qu'on garde nos principes et nos valeurs et qu'on s'entraide en même temps qu'on aide la prochaine génération. Voilà. Bah écoute, trop bien, je suis très contente, je regrette pas du tout de t'avoir contacté pour ce podcast parce que j'adore. C'est magnifique. Merci à toi de m'avoir contacté. C'est magnifique en tout cas, merci beaucoup. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous a plu. Dans tous les cas, si cet épisode ou les épisodes du podcast en général vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager autour de vous pour que cela serve au plus grand nombre et pour que les messages diffusés par les invités du podcast soient véhiculés au plus grand nombre. Je ne sais pas vous en tout cas, mais j'ai trouvé que Stani était pleine de positivité dans cet échange et qu'elle nous a donné l'impression qu'on pouvait tout accomplir. Elle nous a prodigué plusieurs conseils que nous pourrons appliquer autant dans notre vie personnelle que professionnelle et je retiendrai plus particulièrement celle où elle nous recommande de savoir prendre toutes les opportunités qui se présentent à nous, même si on ne sait pas au premier abord où cette opportunité nous mènera. Toujours en parlant d'opportunités, elle nous a également dit de ne pas hésiter à rentrer en contact avec elle si nous avions une quelconque question. Donc si vous souhaitez avoir les coordonnées de Stani, n'hésitez pas à consulter les notes du podcast. Vous y trouverez également un lien vers une page qui vous explique en détail ce qu'est l'ikigai. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne lecture si vous allez voir cette page et un bon cheminement vers la découverte de votre ikigai. À très vite pour un nouvel épisode de podcast.